Donc cette table ronde s'intitule « Quel choix d'avenir pour les espaces naturels ?» avec Camille Lamotte, qui garde nature au grand site Sainte-Victoire. Il y a Cédric Long, qui est chef des secours de l'armée de l'air pour le risque d'incendie. Il y a Gilbert Molina de la Maison de la Transhumance. Et Denis Carrel, on l'a déjà entendu tout à l'heure, chevrier, gérant de la coopérative Agribio Provence. Et donc la question principale, je vous l'ai dit, c'est quel choix d'avenir pour les espaces naturels. Avant de parler chacune de vos préoccupations, de vos zones d'action et des préoccupations qui sont les vôtres, peut-être, vous étiez là au débat précédent, un lien avec les questions qui ont été posées, c'est-à-dire l'exploitation d'un territoire, la production, mais aussi la préservation par rapport à, on l'avait dit même ce matin aussi avec la présentation de Claude, mais aussi à ce qui se passe en Camargue, c'est-à-dire la fréquentation, la surfréquentation, les usages en fait du territoire qui sont variables en fonction des intérêts et entre des producteurs, entre des défenseurs et des touristes, des Instagrammeurs, la pratique de l'espace du territoire n'est pas la même. Donc peut-être un lien avec toutes ces problématiques générales sur vos territoires. Et je commence par vous donner la parole, M. Carrel. Bon, c'est déjà la question. Pardon. Voilà, et donc je vous demande de parler bien fort et devant. Oui, là c'est une question que je vais faire vite parce qu'elle est tellement vaste. Le lien que je fais avec le débat de tout à l'heure, c'est le même. Est-ce qu'on est la Provence, le terrain de promenade le gros cul de l'Europe, dans lequel les espaces naturels, c'est des espaces qui sont muséifiés, et bon, ça va être ce que je vais développer tout à l'heure, ou est-ce que c'est encore, non pas de la nature, parce que c'est le terme que, moi je préfère pas utiliser le terme de nature et de protection de la nature, je préfère utiliser le terme de paysage, parce que paysage, il y a pays, paysan, c'est le produit. L'environnement c'est tellement vaste. Le paysage c'est le produit des conditions naturelles, des végétaux, des animaux et de l'activité humaine. Et pour moi ça va de pair. Et aujourd'hui, voilà, le lien que je fais avec tout à l'heure, c'est quand on parlait de l'agriculture qui va sur un marché mondialisé, les espaces naturels en Provence, c'est ce qui va suivre par rapport à ce marché mondialisé, ce qui va suivre la même pente ou pas. Merci beaucoup. Petite réaction déjà, parce que je place un petit peu des points de discussion sur la notion de paysage. J'ai vu que tout à l'heure, quand le mot paysage a été prononcé, même plusieurs fois, des gens qui ont réagi, qui peut-être trouvent que la notion de paysage est peut-être trop, justement, renvoie à l'idée de décor. Donc c'est intéressant que vous voulez encrier dans quelque chose qui est le pays et qui est les paysans. Et traduction, bronze de cul, c'est bronze de Tafana, et aussi au gros ouais, voilà, on est d'accord que, voilà, on traduit. Monsieur Molina. Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit sur le paysage et l'ancrage du paysage dans les activités, en tout cas en ce qui concerne les activités des troupeaux transhumants. Et je dirais que nous, les promeneurs, ils ne nous font pas forcément peur s'ils ne sont pas trop couillons, s'ils sont un peu éduqués, et s'ils font attention où ils mettent les pieds. Ce que je peux dire aussi, c'est que la notion de transhumance, elle a derrière elle tout un cortège d'activités, de culture et de langue, mais surtout un cortège d'activités de production. Et ce qui importe, c'est que ces produits participent à la souveraineté alimentaire de la région et, pourquoi pas, une souveraineté alimentaire un peu plus large. Et c'est autour de ces produits et de l'image qu'ils peuvent représenter quand ils viennent de Provence que je pense on peut essayer de garder notre culture, parce que l'Ipastre a une culture, a une langue, et sa langue, c'est comme de la garda. Vous parlez des promeneurs qui parfois sont pas couillons, parfois ils le sont aussi, puisqu'ils peuvent faire des barbecues ou jeter des mégots un petit peu partout. Peut-être que c'est une problématique qui vous concerne, Cédric. Moi aussi, quelque chose. Il faut parler fort en fait, il marche, mais il faut parler. Voilà, il faut parler fort. Alors c'est que c'est un problème qui me concerne.
Mais la première cause, bon, déjà, il faut dire qu'il y a des préventions qui sont faites. Mais ça, qu'est-ce par contre, c'est que crise qui est passé plus loin per l'éducation. Et un mec d'accord, quel problème ne concerne pas seulement que la province. C'est un problème qui concerne toutes les régions de France, et c'est un problème national. Donc, crise période qui devrait passer par l'éducation. Apprennent non pas à veiller les espaces naturels comme des parcs, mais apprennent à vivre avec les espaces, en fonction de sa zone. Comme des enfants comme hier, ou quand grandit à l'école, on apprend ça vous faire. D'ailleurs, c'est la première chose à faire, il faut une volonté politique. Fais excuse, il a voix qui s'escape, alors ça ne dit pas, c'est bien possible. Merci. Et pour donner la parole à Camille Lamotte, on a parlé, vous avez dit, voilà, la Provence parfois peut être muséifiée, ça peut être un problème, mais ça peut être aussi un atout, et c'est-à-dire qu'il y a des endroits aussi où des gens vont pour apprendre, pour découvrir un territoire, et il y a notamment des sites qui sont dédiés à ça, c'est-à-dire qu'il faut que les gens puissent le pratiquer, mais aussi est accès à une certaine idée, une certaine image de la Provence aussi, c'est-à-dire que c'est aussi un espace qui est ouvert depuis toujours aux forestiers, aux étrangers, donc voilà, c'est une expérience qui est la vôtre aussi. Oui, alors ça rejoint vraiment le travail du Grand Site Sainte-Victoire, rejoint tout ce que vous avez dit. Alors, mes collègues Garde Nature et moi, on s'applique le plus possible pour que les randonneurs soient les moins couillants possible. Mais alors, il y a du boulot, ça c'est sûr et certain, donc il faut une présence en permanence sur le terrain. Et de plus en plus, il y a une forte demande d'espace naturel. C'est normal, on est de plus en plus nombreux. Je pense qu'on peut plus avoir la même pratique avant, il y a quelques temps, et aujourd'hui, parce qu'on a besoin d'accueillir ces personnes qui sont demandeurs de voir ce qu'est la Provence, de vraiment la découvrir, de découvrir le terroir, les belles choses. Il faut les guider, en fait. Et le Grand Site Sainte-Victoire s'applique à ça. Il y a une belle marge de manœuvre, hein, on ne se le cache pas. Il va falloir beaucoup travailler, mais effectivement, il faut. Et puis, alors, par l'éducation aussi, on va travailler dans les écoles. On a beaucoup d'actions différentes, et donc aller vers les enfants, évidemment, qui sont autour de Sainte-Victoire. Donc là, vraiment, on est sur le territoire du Grand Site, qui fait 50 000 hectares, mais il y a d'autres parcs qui s'emploient à ça aussi dans la région. C'est d'emmener, de reconnecter les enfants, mais à travers les enfants, leurs parents, leurs familles, qui les emmènent vraiment à leur environnement proche, voilà, de protéger, mais je pense qu'on en est tous convaincus, il y a pareil beaucoup, quoi. Merci. Alors, je vais vous demander de faire un petit tour là de table de vos activités à chacune. Vous pouvez garder le micro pour le coup. Alors, la question, c'est, dans vos activités, qu'est-ce que vous faites concrètement pour préserver un lieu, le défendre ou pas, c'est peut-être pas le bon terme, mais pour le faire vivre, avec une question qui est beaucoup plus générale, c'est la question de l'espace et du territoire, c'est-à-dire que ces espaces et territoires, à qui ils appartiennent, c'est-à-dire qui a la légitimité de les faire vivre, de les nommer, de dire quelles sont les bonnes pratiques. Et on rejoint dans ce qui a été dit tout à l'heure, et dans un monde qui est de plus en plus polarisé, c'est-à-dire c'est rouge ou rosé. Alors que, voilà, c'est aussi, non mais c'est aussi la chasse ou les promeneurs. Et tout à l'heure, monsieur Géraud a dit dans la forêt, il y a la place pour tout le monde en fait, mais il faut s'organiser. Donc en gros, comment dans vos pratiques et dans vos activités, dans vos actions concrètes, vous pouvez organiser pour faire en sorte que ces espaces en fait soient partagés ou partageables. Mais tout l'enjeu est là, en fait, c'est vrai que nous on est le Grand Site, alors pour précision, nous on est une équipe de 8 gardes nature sur le terrain, mais il y a toute une équipe aussi techniciens, ingénieurs, administratifs qui donnent un peu les grandes lignes d'action. Et on va s'employer, effectivement, tout le monde doit avoir sa place, les randonneurs, les chasseurs, tout le monde, mais il faut s'accorder, il faut qu'il y ait des règles. Malheureusement, pour que tout le monde puisse s'accorder, il faut qu'il y ait des règles, et il faut que tout le monde puisse avoir accès à ces règles. Il y en a qui, voilà, quand on vient d'un département comme l'Ain, on n'a peut-être pas les mêmes préoccupations face au risque incendie, et les personnes viennent d'une bonne volonté et n'ont pas les bons codes, et pour ça il faut pouvoir leur apporter. Donc c'est une question de moyens aussi, et de politique, c'est sûr, parce qu'en fait nous, le Grand Site Sainte-Victoire, on est à la base c'est un syndicat mixte, donc c'est un regroupement de communes, des 17 communes du Grand Site. Depuis la métropole, on a été donc absorbé par cette grosse machine.
même si on fait un peu exception, on est un ovni dans la métropole parce que franchement on est une petite entité qui essaye de gérer donc un grand site. C'est une protection d'abord paysagère, c'est là où je rejoins un peu ce qu'on disait, c'est à la base c'était pas vraiment une protection de la faune ou de la flore, mais ça l'est devenu en fait. D'abord ça a été en 2004, voilà, on a protégé le paysage, la montagne de Cézanne, clairement. Et après, il y a eu d'autres choses qui se sont appliquées dessus, le Natura 2000, donc une protection d'espace et d'espèces, et tout ça qui est centralisé par le grand site Sainte-Victoire, mais on est des gestionnaires, on n'est pas des propriétaires. Les propriétaires, ça va être, il y a une mosaïque de propriétaires, donc c'est aussi tout le jeu de mettre tout le monde d'accord. Il va y avoir des privés, il va y avoir du communal, et c'est pas facile de faire entendre raison à tout ce monde-là, et le jeu, c'est d'être des médiateurs. J'ai une question du coup pour vous par rapport à cette gestion. Quand vous avez donc différents propriétaires, comme vous dites, qui ne sont peut-être pas forcément d'accord, est-ce que vous avez des exemples concrets? Je vous en donne un qui est autre, qui est en lisière du domaine occitan. J'ai travaillé en Isère, à Valjoufré, dans une vallée qui est donc tout près de la Matésine, pour travailler sur un parler entre occitan et franco-provençal. Et la problématique de ce lieu, donc c'est un village en fait qui est dispersé sur 4 hameaux, dans une vallée close qui donne sur le massif des Écrins et qui est donc sur le parc national des Écrins. Et vous avez des tensions entre les locaux autochtones, notamment chasseurs, et les règles du parc national des Écrins, vous voyez ce que je veux dire, sur la régulation de la chasse notamment. Donc comment ça se passe? Est-ce que vous avez un ou deux exemples concrets comme ça de conflits, de forces qui s'opposent, et comment ça, qui prend la décision Alors il y en a beaucoup, c'est compliqué de donner un exemple précis, mais en ce moment, là, ce qui me vient en tête, c'est par exemple la mise en sécurité. Quand on va se promener en montagne, jusqu'à présent, c'était assez évident que tout le monde prenait ses responsabilités. On peut chuter, on peut... Bon, et ben, il n'y a pas très longtemps, en fait, il y a eu des personnes qui ont porté plainte après avoir chuté, et donc maintenant tout doit être sécurisé, c'est-à-dire que les communes, s'il y a le moindre éboulement de pierre ou quoi, ils vont dire bon ben on va fermer ce sentier-là parce qu'au moins il ne risque pas de prendre un caillou sur la tête et puis ils nous embêtent pas. Alors que bon ben la Sainte-Victoire, on devrait la fermer entièrement si c'était donc voilà, et après des conflits chasseurs avec des randonneurs, il y en a aussi des conflits, mais comment est-ce qu'on va régler ça? C'est beaucoup de pédagogie, beaucoup de communication, et après on ne peut pas passer à côté de la police aussi. Et la répression va faire partie des missions. Alors les gardes nature n'en est pas encore, on ne va pas verbaliser encore, ça peut-être un jour possible. Mais il y a des opérations de police avec l'ONF, il y a des services compétents, et pour le coup, même si les moyens sont assez limités, parce qu'ils ont des plannings qui débordent, mais il y a des personnes vraiment qui sont investies, qui croient à fond, et avec des petits mouvements, on arrive à faire des... Finalement, ça peut marcher, et c'est des personnes vraiment convaincues. Merci. Cédric Long, je pense que ça fait écho à vos activités, à vos pratiques, donc vous pouvez nous en parler et nous dire un petit peu. Bon, già perso che per tutto les rischi incendi, des saupres che les départements décident de la définition des zones. Donc des zones où on peut construire, tout ça, où est-ce qu'on a les ciutats, et des zones où on peut laisser des entreprises s'installer. Mais une risque incendie est évalué. Puis il y a des zones où on peut rien faire à l'image du grand site, justement. Déjà, il y a quelques zones. Après, bon, c'est pas mon métier pour moi, si vous pouvez, c'est pas eu qui fait les DFCI, mais il y a des causes qui sont faites dans la Serbe, comme dit le grand site Sainte-Venturie et Concourse. Mais le travail tout au long de la natte fait par les forestiers. Et après... Les questions générales en fait, sur vos pratiques, c'est-à-dire comment articuler un petit peu des tensions entre des gens qui veulent faire certaines choses et les règles, notamment. On a parlé des règles, on a parlé de loi tout à l'heure. Justement, vous voulez venir. Parce qu'ils arrivent à Castelstier, sur une fiore de Verfiolenc, si on bon, c'est pas une DFCI, mais il y a un bon camin quand même, et il y a du fio, et devient passer vers une propriété privée. Ce n'est pas possible parce que le propriétaire avait dressé des barrières, et c'est pas les barrières départementales, et qui n'avaient pas clé au cœur du gerbe, et il n'y a rien comme ça. Et il n'y avait pas de possible de contacter des trouvages à le propriétaire, parce que
il y a aussi si un pompier de l'armada de l'air. Alors già il faut passer par le commandement de l'armada de l'air, che deve puntare il cons di violenza, che è devo trovare il proprietario dello Stato, e siamo pas arrivati. Abbiamo trovato altre cause e usamento per eo a pas cramare, sono stato a pas cramare, ero decidenza per il po'. Ma qui sono dei cause che arrivano di mese a mese, ma che arrivano regolarmente des causes comme Merci, grand merci. Monsieur Molina, est-ce que vous nous parlez de la maison de la transhumance et alors, qui est sur un vaste, enfin, qui couvre aussi un vaste territoire Oui, alors. En tenant bien, voilà. La maison de la transhumance, elle est basée au domaine du maire, la Salon, sur un domaine qui est en fait la fondation agricole Félix Abraham. Et elle a une mission principale, c'est de s'occuper de transhumance et plus largement de pastoralisme, sachant que le pastoralisme touche à peu près un tiers de la région Provence et notamment la plupart des zones protégées, des parcs naturels et des zones en réserve naturelle. Donc c'est quand même une activité qui, au plan de l'environnement, a énormément d'importance. Donc savoir comment l'élevage, là, peut continuer à entretenir ces pays, ces paysages, la biodiversité, enfin tous les mots-clés un peu à la mode, mais que nous connaissons depuis bien longtemps, avant même que les grands médias les mettent à la mode. Alors, nous avons une première activité qui est d'accompagner les éleveurs. Et là, on pourra peut-être y revenir, parce qu'il y a toute une déclinaison possible de cet accompagnement. Et un deuxième type d'activité qui est la médiation entre les acteurs, les paysans, les éleveurs, les pastres et le reste de la société. Aider, si vous voulez aussi, à ce que le monde qui entoure les pastres soit moins couillon à l'égard, puisqu'on a employé le terme tout à l'heure, à l'égard de cette activité, parce que nous sommes dans un monde qui est de plus en plus ciutadin et pas paysan. Et il faut expliquer et trouver le bon médium d'expliquer. Je voudrais revenir sur quelle question. Merci, on reviendra tout à l'heure. Monsieur Carrel. C'est un roman. Non, je vais essayer de faire court. J'ai démarré, alors moi je suis chevrier, à la retraite, aujourd'hui mon fils a repris l'exploitation. Je suis marseillais, je suis né à Marseille, donc je fais partie de la génération dans les années 70, juste après 68, là, qui est allé donc comme quoi des 68 ans, il y en a qui sont restés à la campagne. Je m'installe à La Roque en 75, j'avais 23 ans, l'ENR. J'ai l'appui du maire de La Roque de l'époque, on était très différents, mais c'était un paysan, il a dit installez-vous sur le plateau d'Anis, et le plateau d'Anis c'est un des contreforts de la Sainte-Baume, et si ça vous va, dans un an je vous fais le bail fermage. Super, c'était impeccable, il nous demandait de faire nos preuves, on s'installe. 6 mois après, je vois débarquer le garde de l'office d'un national des forêts qui me dit vous êtes dans une zone de pâturage illicite, vous êtes en infraction au code forestier, donc vous ne devez plus pâturer ici, c'est juste à la parcelle que je louais, et sinon je reviens dans 15 jours, je vous mets un procès verbal. Et ça a démarré comme ça, j'ai dit revenez dans 15 jours, je serai exactement à l'endroit où vous m'avez trouvé, et vous allez me mettre un procès verbal. C'est ce qui s'est passé. Comme je suis têtu, on est allé au tribunal. Et là, dans mon malheur, j'ai eu de la chance parce qu'on est tombé au bon moment.
dans le sens où il y a eu, quelques temps après, il y avait déjà les premiers grands incendies, et que d'un coup ça fait le buzz, et que l'office, qui est régulièrement l'office des forêts, j'ai de bons collègues à l'office des forêts, je ne suis pas en train de faire de l'office des forêts bashing, mais comme d'habitude, l'office des forêts est en déficit. Et donc, au niveau du Parlement, un certain nombre de gens se sont émus du fait qu'on chassait à l'époque des jeunes des forêts, et qu'en même temps, il y avait des incendies de forêt, et qu'en même temps, l'Office demandait des ronds pour combler le déficit. Ça paraissait, et ça allait complètement insensé. Alors, je fais court. De là, j'ai dû... à la fois, j'ai mené ma carrière tout le temps de chevrier fromager, et en même temps, j'ai eu à m'occuper du syndicalisme, parce que j'avais déjà un peu une formation politique et syndicale. Donc on a créé, pas tout seul évidemment, mais on a participé avec le syndicat Caprin à la création du CERPAL, qui existe toujours, le Centre d'études de réalisation pastorale Alpes-Méditerranée. Dans le même débat sur la réintroduction des caprins en forêt soumise, s'est créée l'antenne INRA Éco-développement d'Avignon. Et là, on a mis en relation, c'est de ça que je veux vous parler surtout, c'est le pastoralisme. Alors là, il y a la transhumance ovine, et moi je suis plutôt dans le pastoralisme caprin. Mais bon, on est bien dans le pastoralisme. Comment, pendant des siècles, des millénaires, on peut dire, le pastoralisme a participé au maintien en état de la forêt provençale, ce qu'on a appelé ce matin, on a appelé la forêt provençale. Alors moi, j'ai fait des recherches pour la Confédération paysanne, parce que j'ai été sollicité là-dessus. On est même allé défendre le dossier à la Commission environnement européenne à Bruxelles, et on a dit, mais la réponse... Alors évidemment, je soutiens absolument les mesures de sécurité. Il y a eu des choses incroyables qui ont été faites depuis 20 ans, mais la réponse sécuritaire à l'incendie n'existe pas. Alors pour une bonne raison, quand on regarde dans l'histoire, on a les premiers enregistrements météorologiques sur les incendies de forêt à partir de 1865. Avant, on savait 1750. Le Var, la carte du Var, c'est la moitié Aguerre et Saltus, c'est-à-dire l'ouvert et le fermé. Et les gens avaient des seaux d'eau, ils n'avaient pas des canadaires. Et ils mettaient le feu. Pour gérer le feu, on mettait le feu. Ça existait dans tout le monde méditerranéen. Et de 1865, première statistique, le premier grand incendie de forêt, parce que c'est ceux-là qui sont meurtriers, c'est août 1944, les bombardements à Sainte-Maxime. Et à partir de 1944, des incendies par période de sécheresse de plus de 1000 hectares. Ce qu'on appelle le grand incendie, qui a fait 80 morts en Grèce, 22 au Portugal, 4 morts dans les morts à la gare de Fresnay en 2003, etc. Les incendies meurtriers en tant que tels, qu'on connaît, sont du XXe siècle. Ils n'existent pas, on n'a pas de référence. Peut-être il y a des historiens, moi je ne le suis pas, j'avais des trucs. Donc on a dit le problème est social. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire, c'était les usages du territoire. Alors évidemment, on était dans la société du 19e siècle, il y avait le pastoralisme, la chasse, la cueillette, l'agroforesterie, surtout le charbon de bois. Mais donc, il y avait des espaces ouverts, et le feu ne prenait pas là-dedans. Voilà. Et donc, quand on connaît... Je fais long? Non, allez-y. J'arrête. Parce que je Ce qui est important à savoir, ça, c'est pas moi, je ne suis pas évident, c'est l'intelligence collective. Moi, j'apprends des choses que... Je parle de mon expérience de chevrier, puis je me documente pour la profession et pour le syndicat. Dans les années 80, on a tous les rapports interministériels qui disent ce que je viens de dire. C'est-à-dire, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de solution sécuritaire à l'incendie. La solution, elle est sociale. Alors, le phénomène du grand incendie, ça a été analysé, tu dois certainement avoir des données là-dessus, c'est des milieux fermés, à l'horizontale, à la verticale. Donc c'est là que je vais retomber sur mes pattes et sur le pastoralisme. Un milieu fermé, c'est laisser, ne plus couper d'arbres, laisser les brins les uns à côté des autres. Ça, c'est ce qu'on appelle la continuité verticale. Et il y a un deuxième phénomène qui est ce qu'on appelle la continuité horizontale, qui est la couche herbacée, la couche arbustive et la couche arborée. Quand tout ça est réuni, eh bien ça c'est une bombe. Voilà, c'est une bombe calorique. Alors que tout ça, attention, c'était brûlé dans les cheminées. C'était le bois, le charbon de bois qui servait jusqu'à la... J'ai connu encore à Marseille, chez ma grand-mère, le potager là, avec le charbon de bois. Tout ça, c'était brûlé pendant des siècles. Et tout ça, ça reste sur place. Ben, ça brûle. C'est normal. La forêt méditerranéenne est faite pour être brûlée. Elle brûle.
parce qu'on la laisse brûler. Et c'était ça qui était intéressant dans ces rapports des années 80. Et donc là, je retombe sur mes pattes. J'ai un troupeau de chèvres, c'est mon fils qui l'exploite aujourd'hui, nous avons 160 chèvres. J'ai fait le calcul, par an c'est 400 tonnes de feuillage qui est consommé par le troupeau. Et donc 400 tonnes de matière organique qui sont ramenées au sol sous forme d'humus forestier dans le sol. Voilà. Donc la biodiversité globale et la sécurité est assurée en amont par là. Alors évidemment, on est rentré, c'est là qu'on a réussi à négocier avec l'État et l'Europe des programmes d'entretien de zones par feu. Dans les années 90, on a eu une vraie opportunité avec l'Office des forêts, parce que ce qu'on défendait dans les années 70, ça s'est révélé exact et on a été suivi. Et aujourd'hui, alors moi dans le Var, je parle pour le Var, je vois une immense régression. On est de nouveau, et mon fils, je le vois, hein, on a des problèmes pour l'accès au parcours, parce que de nouveau, la chèvre est diabolisée par les secteurs forestiers de l'Office, et ou alors, et une autre menace qui pour nous est aussi grave à travers l'histoire du loup, quoi, mais je dirais la protection de la nature, c'est pour ça que je reviens là-dessus. Le cas typique dans le Var, c'est la politique du département du Var, qui ne donne plus aujourd'hui de convention de pâturage pluriannuel qui permettrait à des éleveurs de s'installer. On fait des conventions annuelles, c'est simplement illégal, sous le prétexte qu'il faut protéger la nature. Et alors ça a donné, ça crée une vraie polémique en matière d'incendie de forêt, si vous l'avez suivi, c'était l'an dernier ou il y a 2 ans, l'incendie des morts, 5000 hectares, parce que impossibilité, moi j'ai un collègue éleveur bovin au Luc, on lui propose de faire pâturer 6 vaches pendant un mois sur un truc impossible à réaliser pour un éleveur. C'est-à-dire des conditions de location impossibles, donc le gars il n'y va pas, les propriétaires ne peuvent pas débroussailler parce qu'il faut des autorisations, etc. Au final, il a pris les 5000 hectares pour la protection de la tortue Hermann. C'est-à-dire les mesures de protection de la tortue Hermann ont détruit, je le dis littéralement, ont permis que soient détruites 5000 hectares d'écosystèmes profitant à la tortue d'Hermann, parce qu'à ce moment-là, on veut réduire les activités agro-pastorales et forestières. Et c'est ça l'enjeu. Alors aujourd'hui, on a deux menaces. On a une vision forestière, on l'a parlé ce matin avec notre collègue de la gare de Fresnay. Il faut savoir que la forêt méditerranéenne, moi j'aime pas ce mot, j'aime pas plus le mot forêt méditerranéenne que le mot nature, parce qu'on avait des cols, on avait des collines. Le modèle forestier, c'est l'école forestière est à Nancy, pour les forestiers privés ou publics, et le modèle, c'est la forêt noire. Donc on dit, la forêt méditerranéenne, elle n'est pas rentable. Moi je dis non, elle est mal gérée, c'est pas pareil. Il y a une multifonctionnalité, on peut valoriser avec du pastoralisme, avec de la filière bois-énergie, avec même du bois comme les érables qui sont des bois d'ébénisterie qui aujourd'hui passent en coupe rase. Et on a un vrai problème de gestion. Et par là-dessus, alors nous, au niveau du pastoralisme, on est tous les bergers, ovins ou caprins, on est impactés. Là, on nous a mis, et je suis écolo, hein, je le dis de suite, et je le défends complètement, on nous a mis le loup comme espèce hyper protégée, qui en fait est là pour déménager le territoire du pastoralisme. Et c'est efficace, c'est-à-dire on n'installe plus et des montagnes s'abandonnent. Et là, aujourd'hui, le loup, et je le dis très clairement, ce n'est pas du tout écologique, c'est une façon de vendre le territoire à l'industrie du sauvage. C'est le même phénomène qu'on a dit sur les vignes tout à l'heure, c'est ce qui est en train de se passer sur nos espaces naturels. Bon, désolé, je suis un peu... Non, mais je suis cash, après je le sais, et ça lance le débat, après je suis contredit, on reviendra. C'est très bien. Gardez le micro pour l'instant, enfin, on va le faire au circuit. Non, ne regardez pas trop. Vous vous rappelez le garde forestier qui vous a dit le procès verbal? Eh bien, on l'a retrouvé, il est là. C'est pas vrai. Non, tout ce que vous avez dit, tous les quatre, ça pose des questions qu'on a vues dans le débat précédent, qu'on a vues dans les autres interventions. C'est le télescopage, en fait, avec des temporalités qui sont différentes. Il y a le temps long, il y a le temps de la forêt, il y a le temps de l'exploitation par celles et ceux qui savent le faire, et puis il y a le temps du politique qui est un temps différent. Il y a le temps aussi de la mode, du buzz, on en a parlé de la mode ou pas pour le vin, hein, c'est des questions.